Bonjour et bienvenue à toutes pour cette nouvelle webconférence dans le cadre de Septembre Turquoise. Et ce soir, donc, on va aborder la thématique du cancer du col de l'utérus avancé et métastatique avec le plaisir d'être avec l'équipe toulousaine de l'IUCT. Donc, le docteur Gladiev. Bonsoir, docteur Gladiev. Donc, vous êtes oncologue médical à l'Oncopole Toulouse. Bonsoir. Le docteur Gauroy, bonjour docteur Gauroy. Donc vous êtes chirurgien gynécologique aussi à l'Oncopole. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et aussi le docteur Bataillon, bonsoir docteur Bataillon. Donc vous êtes anatomopathologiste et vous regardez les cellules, les anomalies cellulaires, les lames, etc. Vous allez nous raconter tout ça. Merci beaucoup. Et nous avons la chance d'avoir le témoignage d'Alexandra qui est patiente et qui va nous raconter son parcours. Merci beaucoup Alexandra d'être avec nous. Laure, je te laisse la parole. Alors, deux petits mots d'accueil au nom de mon réseau Cancer Gynéco. Donc, sur les réseaux, il y a un groupe dédié au cancer du col. Et on s'est rendu compte ces derniers temps qu'on avait besoin de plus de contenu dédié au cancer du col. Donc, on a fait il y a quelques semaines une webconférence sur le cancer du col localisé. Et donc, ce soir, on va parler des cancers du col avancé ou métastatique pour en fait que vous trouviez plus de réponses en tant que patiente, en tant que proche de patient, et puis aussi qu'on puisse voir un petit peu quelles sont les perspectives. L'autre chose qui nous paraît très important, c'est de donner la parole aux patientes, aussi parce que ces parcours, avant de tomber malade, avant d'être pris en charge, parfois ils sont complexes et on a besoin d'en parler à toutes, à tous pour sensibiliser à ce cancer pour lequel en fait on communique, où il y a du dépistage, où il y a de la prévention avec la vaccination, mais pour autant on peut en faire encore beaucoup mieux. Donc on espère vraiment apporter de l'info sur tous ces champs. Voilà, et puis Alexandra donc va intervenir 2 fois en tant que patiente, mais aussi en tant que patiente partenaire. Elle va vous expliquer ça donc en 2 temps, au début sur son parcours à elle de patiente et à la fin des interventions sur son parcours engagé de ces nouvelles activités pour elle. Donc, très bonne soirée à vous. Je voudrais aussi remercier l'équipe de l'Oncopole. Et nous, on a été extrêmement touchés ces derniers mois et avant l'été de voir tout ce que vous avez mis en place pour avoir un hall turquoise plein d'œuvres d'art, d'art-thérapie. On a plusieurs patientes qui nous ont partagé des photos, qui nous ont partagé des œuvres d'art. Alors, c'est passé d'un Giacometti turquoise à un masque de radiothérapie de stéréotaxie. Vous savez, on met sur le visage pour bien tenir la tête sur la table de radiothérapie, complètement décorée, extraordinaire. Et donc, on vous remercie pour cette initiative parce qu'on voit à travers aussi cette dimension artistique qu'on peut partager beaucoup des difficultés du vécu des patientes, mais aussi du plaisir de vivre et de faire de belles choses. Donc, merci à toute votre équipe pour cette action de sensibilisation. Et je passe la parole à Alexandra. Alors, je crois qu'Alexandra a un problème de micro, elle va rentrer, elle va revenir. Bonsoir. Donc merci de m'avoir proposé de participer et de partager mon parcours en tant que patiente. J'ai été diagnostiquée en janvier 2020 pour un cancer du col à un stade avancé. Je laisserai les médecins revenir sur les détails après, qu'est-ce qu'on appelle avancé, qu'est-ce qu'on appelle métastatique. Enfin, donc moi, j'étais en tout cas à un stade avancé quand j'ai été diagnostiquée, donc je n'étais pas opérable. Donc j'ai commencé très rapidement un parcours du combattant. J'ai commencé par une radiochimiothérapie concomitante, c'est-à-dire radiothérapie tous les jours, et, sauf les week-ends, et chimiothérapie 1 fois par semaine. Ensuite, comme le traitement avait été très efficace, je suis passée à une surveillance rapprochée pour voir un peu l'état des choses quelques semaines puis quelques mois après la fin du traitement.
Et quelques mois après, donc la surveillance c'était par TEP scan et IRM. Et quelques mois après, j'ai fait une rechute métastatique, donc avec un nodule au poumon, donc une métastase au poumon et des ganglions atteints un peu partout. Ah non, pardon, non, il n'y avait pas les ganglions. J'avais une métastase au poumon, donc on m'a proposé une chirurgie donc pour enlever la tumeur qui était au niveau du poumon. Comme la chirurgie avait été bien faite, c'est-à-dire que ils avaient réussi à tout enlever avec des marges saines, etc. Là aussi, ça sera expliqué en détail tout à l'heure par un des médecins présents ce soir. Comme les marges étaient suffisamment sûres, on va dire, et qu'il ne restait plus rien, on n'a pas fait de traitement. Là aussi, les médecins ont opté pour une surveillance rapprochée. Et quelques mois après, j'ai fait à nouveau une récidive, donc cette fois-ci au niveau des ganglions, un peu partout entre le poumon et le col de l'utérus. Et donc là, j'ai fait un deuxième traitement qui consistait en 2 chimiothérapies et de l'immunothérapie. Et ça a duré 6 mois. Donc au total, ça a duré à peu près 2 ans. Et là, ça fait 3 ans et demi que je suis en rémission. Évidemment, sous surveillance. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour le parcours. Bon, avec des différentes étapes dans la surveillance et différentes hospitalisations. Enfin, voilà, ça n'a pas été toujours facile, mais vraiment, il y a eu, j'ai eu un très bon contact et un énorme soutien de la part de toute l'équipe de soins, toutes infirmières et tous médecins confondus. Et ça a été vraiment important pour moi parce que je me suis toujours sentie en sécurité, dans le sens où si j'avais le moindre doute ou la moindre question pendant mon parcours, tout de suite, c'était pris en compte. Donc voilà, je considère que mon parcours s'est très bien passé. Et je me suis découvert une passion pour la cancérologie. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure comment, de patiente, je me suis transformée, entre guillemets, en patiente partenaire. Donc, voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Pardon, voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est très précieux et effectivement, on donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite de ton engagement. Eh ben, on va laisser la place à l'équipe de l'IUCT. On va vous mettre votre présentation et puis on va vous laisser prendre la parole. Merci beaucoup et merci Alexandra pour votre témoignage. Effectivement, je pense qu'il va permettre de bien comprendre à travers un parcours de vie réelle ce que l'on va vous expliquer ce soir. Alors pour commencer, juste pour mettre les choses un petit peu en situation, vous avez parlé de cancer du col de stade avancé. Donc, effectivement, un cancer du col, ça va démarrer au niveau du col de l'utérus et puis progressivement, ça va grossir. Et puis, tant que ça reste localisé au niveau du col, on va parler de maladies de petits stades et c'est ce qui a été traité dans le webinaire précédent que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas fait. Comme ça donne une bonne aperçu de l'ensemble de la prise en charge. Et puis, malheureusement, si on arrive un petit peu plus tard au diagnostic, eh bien, cette maladie va déborder au-delà du col de l'utérus pour aller à côté. Alors, à côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le vagin,
il y a l'espace qui est entre l'utérus et l'os que l'on appelle les paramètres. Et puis le pelvis, c'est une région qui est très étroite, dans laquelle on a l'appareil urinaire en avant, l'appareil digestif en arrière, et donc la maladie peut déborder vers la vessie ou vers le rectum. Et puis elle peut également envahir les ganglions de voisinage. C'est ce que l'on appelle la maladie de stade avancé. Donc c'est d'une des situations dont on va parler ce soir. Alors pour cette maladie de stade avancé, il nous manque un radiothérapeute qui fait partie intégrante de la prise en charge thérapeutique, mais cette radiochimiothérapie que vous avez évoquée a été traitée dans le webinaire précédent également. Donc là aussi, je vous invite à vous y référer si vous voulez un peu plus d'informations, parce qu'on ne reviendra pas aujourd'hui sur la radiochimiothérapie au sens strict du terme. Et puis, la deuxième situation également évoquée par Alexandra, c'est la maladie qui revient quelques mois, quelques années après le premier diagnostic. Et cette maladie, elle peut revenir là où elle était au départ, dans le pelvis ou dans les ganglions autour du pelvis. C'est ce qu'on appelle une récidive locale ou loco-régionale. Elle peut revenir à distance, comme dans l'histoire d'Alexandra, le poumon, les ganglions. C'est ce qu'on appelle une évolutivité métastatique. Et puis, parfois, on peut avoir également les deux en même temps. Voilà, ça c'était juste pour vous brosser un petit peu le tableau des situations qu'on va évoquer ce soir et vous permettre de vous y retrouver. Et je vais laisser tout de suite la parole donc à Guillaume Bataillon. Alors, les anatomopathologistes, vous ne les voyez jamais parce qu'ils sont cachés derrière le microscope et pourtant, ce sont des personnes indispensables pour nous et pour vous également, parce que c'est eux qui vont nous permettre de faire le diagnostic exact de votre maladie et de pouvoir adapter au mieux les traitements. Guillaume, c'est à toi. Merci Laurence et merci aux organisatrices de m'avoir invité à participer à cette session. Et du coup, Laurence, tu m'enlèves. C'est finalement mieux que ce soit toi qui fasses la présentation de l'anapathe que moi-même. Mais c'est vrai que j'allais commencer par dire que c'était agréable d'avoir été invité à pouvoir éclairer la partie anatomopathologique dans le parcours de soins et de montrer comment notre travail, qui se fait en effet le plus souvent dans l'ombre, va pouvoir s'intégrer dans la prise en charge des patientes et pour être au service des patients. Donc, alors juste pour revenir sur le cancer du col de l'utérus, je vais faire ma partie qui est un peu la biologie des tumeurs et l'épidémiologie. Donc, c'est un cancer qui touche un peu plus de 3000 femmes chaque année en France. C'est donc une maladie relativement rare, avec un âge diagnostique d'environ 55 ans. Et comme ça avait été présenté dans le précédent webinaire sur les stades localisés, je vais faire un rapide rappel sur l'HPV, qui est vraiment la cause principale. Donc, ce cancer est lié à un virus. C'est un virus très fréquent qui est transmis lors des rapports sexuels. Et la plupart des adultes y sont exposés un jour. Et dans la grande majorité des cas, le corps va éliminer tout seul ce virus. Mais chez certains, en fait, l'infection va persister. Et c'est ce que vous voyez sur le schéma. Le virus va rester dans le tissu et au fil des années, va provoquer une transformation progressive des cellules pour induire d'abord des lésions précancéreuses, puis un cancer qui va potentiellement infiltrer et se répandre dans l'organisme. Et c'est ce qu'on appelle la carcinogénèse. Donc, c'est la lente transformation des cellules normales sous l'effet du virus vers des cellules qui vont se cancériser et potentiellement agresser localement et à distance. Juste peut-être un petit rappel, on n'est pas tous égaux, mais en tant qu'individu face à cette infection, et on sait qu'il y a des facteurs liés à l'organisme qui expliquent ces différences. Et on sait par exemple que les patients immunodéprimés, VIH, avec une immunité fragile, vont avoir des maladies qui vont être plus agressives et évoluer plus vite. Après, cette notion d'environnement et d'immunité encore fait vraiment l'objet de recherches actuellement. On sait aussi que le tabac, la contraception orale vont pouvoir augmenter le risque de persistance du virus. Donc, il existe actuellement, ça c'était juste pour en recruter, 2 moyens très efficaces pour prévenir ces cancers, à savoir la vaccination contre l'HPV, de l'homme et de la femme, bien sûr, et le dépistage régulier, qui peuvent permettre de prévenir jusqu'à 90% de ces cancers. Et ça avait été très bien expliqué par Enora Las dans le précédent webinaire. Alors, première question, c'est quel est le rôle du pathologiste? Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un laboratoire
dans le cadre de la prise en charge des cancers du col. Donc, comme l'a dit Laurence, on va faire le diagnostic. Et on utilise pour ça un microscope. Donc, tout commence par un prélèvement de tissu qui est réalisé soit par une biopsie, soit lors d'une intervention. Ça peut être le radiologue, le chirurgien. Ce petit élément ou cette pièce opératoire va être transmise au laboratoire. Alors là, je vous ai mis la première étape, c'est qu'on va le plonger dans des liquides et on va le mettre dans de la paraffine. C'est de la cire. Ça permet de conserver, de solidifier le tissu pour pouvoir faire des petites coupes très fines qu'on va déposer sur des lames. Et ces lames, on va les colorer pour les regarder au microscope. Donc, c'est à partir de ces lames que nous allons observer les cellules et faire un diagnostic précis, dire de quel cancer il s'agit, de quel type, pour permettre d'estimer le pronostic et l'agressivité des tumeurs. On va aussi faire des analyses complémentaires. Je vais vous en parler par la suite. Et une fois qu'on a tous ces résultats, on va les discuter en concertation avec les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes et les radiologues. Donc, en résumé, c'est vrai que, comme Laurence l'a dit, c'est vraiment le point de départ du plan de soins. C'est en fait derrière le microscope que l'histoire du traitement va commencer. Alors, donc vous avez compris, il y a vraiment le diagnostic d'un côté et les biomarqueurs de l'autre. Donc, le diagnostic, c'est vraiment regarder au microscope les cellules. Donc là, je vous ai mis une photo de loin, une photo de près. On va regarder vraiment les cellules. Ça va être coloré en violet et en rose. Et chaque type de cellule a un aspect particulier. Et dans le col de l'utérus, il existe une quinzaine de formes de cancers différents qui ont été définis par des groupes d'experts qui vont se réunir et qui vont être publiés dans des recommandations internationales. Donc, vraiment, notre travail consiste à les reconnaître, un peu comme un jeu des différences. C'est pour ça que je vous ai mis ces canards à côté. Et chaque motif, chaque organisation des cellules va nous renseigner sur le type de tumeur. Alors, ça peut paraître peut-être facile comme ça. En fait, c'est assez compliqué et on va souvent s'aider de marqueurs complémentaires. Par exemple, dans le cancer du col, on va utiliser la protéine P16, dont la coloration, comme vous le voyez sur l'image à droite, devient très intense lorsque la tumeur est liée au papillomavirus. Alors, on peut aussi s'aider d'autres moyens, potentiellement disponibles que dans certains centres, pour aller visualiser directement l'HPV à l'intérieur des cellules. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller confirmer que cette lésion est liée à l'HPV, ce qui est important pour bien comprendre son origine et son comportement, et assurer un diagnostic précis et complet. Donc, si on récapitule en termes de diagnostic, on a 15 types de cancers différents. Donc, très majoritairement, ils sont liés à l'HPV. La plupart, juste pour revenir sur une petite caractéristique, on dit que ce sont des carcinomes épidermoïdes qui sont issus de la muqueuse à l'extérieur du col, exocervical. Seulement 5% sont développés plutôt au niveau de l'endocervical, donc la partie intérieure, à ce niveau-là, en bleu. Et en fait, ces deux zones vont se rencontrer et c'est au niveau de cette zone de jonction qu'il existe une réelle fragilité. C'est d'ailleurs à ce niveau-là que le virus s'installe le plus souvent. Et c'est du coup cette zone qu'on explore à travers les frottis. Juste peut-être un petit rappel, les vaccins actuels protègent contre les principaux types de virus, notamment les virus à haut risque et principalement les 16-18 qui expliquent 70% des cancers du col. Alors au-delà de la partie diagnostic, on attend de nous aussi les biomarqueurs. On cherche à savoir si en fait la tumeur va présenter des caractéristiques biologiques qui vont pouvoir guider Laurence et le choix des traitements. Donc, on a 2 marqueurs importants actuellement qu'on réalise en routine. Alors, PDL1, c'est une protéine que certaines cellules plutôt tumorales vont exposer à leur surface. Et en fait, ce PDL1 va agir comme un bouclier qui va empêcher le système immunitaire, et donc nous, de reconnaître et de détruire les cellules tumorales. Donc, quand ce marqueur est positif, ce qui est le cas dans environ 80% des cancers du col, on peut proposer un traitement, une immunothérapie. Et ce médicament va bloquer ce bouclier et permettre aux lymphocytes de réattaquer les cellules tumorales et de les détruire. C'est un peu comme si on retirait le camouflage de la tumeur. Le deuxième marqueur, c'est HER2. Alors ça, c'est
très bien connu dans le sein, et c'est d'ailleurs à travers des études pan-organes qu'on découvre son utilité dans d'autres organes comme le col. Et c'est encore une protéine qui va être présentée à la surface des cellules, qui va jouer un rôle dans leur croissance. Et là, vous voyez une image où elle est en fait surexprimée. Normalement, à l'état de base, il n'y en a pas autant. Là, il y en a beaucoup. On va la retrouver de manière surexprimée dans environ 10 à 15% des cancers du col utérin. Et on va pouvoir utiliser des traitements qui vont aller reconnaître et se fixer spécifiquement sur cette protéine au niveau des cellules tumorales pour aller bloquer et détruire ces cellules tumorales. Donc, ces deux analyses peuvent vraiment guider. Donc, c'est au-delà du diagnostic. On va pouvoir aller donner les caractéristiques biologiques des tumeurs pour derrière, avec les oncologues, faire un choix thérapeutique éclairé. Là, c'est une diapo pour vous résumer le rôle et le circuit, le parcours à la lumière de ce que je viens de vous dire. C'est vraiment là où on voit la collaboration entre les préleveurs, les radiologues, des chirurgiens, la NAPAD qui va récupérer les prélèvements et derrière Laurence qui va pouvoir exploiter les résultats. Donc là, pour reprendre, le radiologue, les chirurgiens vont intervenir en premier, vont faire les prélèvements. Nous, on va récupérer ces prélèvements, les regarder au microscope. On va, comme je vous l'ai dit, les préparer, les regarder. Je vous ai juste mis un ordre d'idée du délai avec lequel toutes ces techniques sont faites. En général, on essaie de faire en sorte que ça soit rapide. Et en général, sous une semaine, on arrive à avoir les informations à la fois du diagnostic. Donc, ça va être un carcinome épidermoïde dans 90% des cas qui sera lié à l'HPV. Et en même temps, avoir les cibles thérapeutiques comme PDL1, HER2 ou le typage HPV. Alors, c'est vrai que dans la présentation, je n'ai pas du tout insisté sur un rôle que Alexandra a pu souligner. On va aussi avoir ce rôle où, quand on nous envoie les tumeurs qui ont été enlevées par Elodie, donc les chirurgiens, on va regarder au microscope les limites autour de ce qui a été enlevé pour dire si tout a été bien enlevé. Donc ça, c'est aussi fait au laboratoire d'Anapat. C'est au-delà du diagnostic des biomarqueurs, c'est vérifier que tout a bien été enlevé. Et pour finir sur ma partie biologique, je vous dis un mot sur l'avenir. Demain, et c'est en cours, c'est souvent à l'état de recherche, on pourra peut-être obtenir des informations grâce à une simple prise de sang. C'est ce qu'on appelle la biopsie liquide. Donc, c'est vraiment aller, à travers une simple prise de sang, retrouver des traces, alors pour le cancer du col, des traces du virus ou des fragments d'ADN de la tumeur. L'avantage, c'est que c'est simple, c'est non invasif et c'est répétable, comparé aux prélèvements qu'on peut avoir à l'aide du tissu. Et on peut imaginer avec ces informations aller suivre l'évolution de la maladie, donc aller faire des prélèvements répétés et aller regarder si du virus apparaît, de l'ADN de la tumeur apparaît. Ça permet d'aller détecter des anomalies moléculaires, donc aller extraire l'ADN et voir s'il y a des anomalies moléculaires qui pourraient aider les traitements. Et alors là, c'est tout un débat. Est-ce que ça pourrait compléter le dépistage et repérer plus tôt les cancers du col? Là, le débat reste ouvert. Quoi qu'il arrive, c'est en développement. L'idée, c'est d'aller vers une médecine plus précise, plus personnalisée et moins invasive. Donc, je finis pour ma partie et je vais laisser Elodie qui va expliquer la place de la chirurgie dans les cancers du col avancé. Est-ce qu'on prend une ou deux questions maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez, Oriane, sur ce sujet un peu d'entrée, de diagnostic, de caractérisation avant de rentrer dans le vif du sujet du traitement? Parce qu'on a en fait on a deux questions. Du coup, Oriane, je prends peut-être celle qui est la plus large de Chantal et puis qui nous dit en fait quel est le pourcentage de cancer du col diagnostiqué après 65 ans? Est-ce que vous avez une idée du profil d'âge? Et pourquoi on s'arrête à 65 ans justement pour ce cancer? Il évolue longtemps dans le temps. Vous avez le droit de dire joker. Laurence aura probablement les chiffres. Après, moi, je peux répondre sur un plan carcinologique. On voit bien que c'est une maladie l'HPV, on va souvent y être exposé relativement tôt. Donc, c'est au moment où on débute l'activité sexuelle. Et après, ça renvoie à la question en combien de temps va se développer le cancer.
Donc c'est là où on voit que c'est quelque chose qui va se développer quand même sur plusieurs années et des dizaines d'années. Donc on part de 20 ans et jusqu'à 60 ans, ça paraît quelque chose de logique. Après, est-ce que l'épidémiologie est différente? Ça, Élodie, Laurence, je vous laisse discuter. Je crois, comme tu l'as dit, effectivement, la médiane d'âge de diagnostic, ça veut dire à peu près la fréquence la plus importante de diagnostic, c'est autour de 55, parfois même un peu plus jeune. Et c'est effectivement un risque qui va diminuer considérablement avec l'âge. Ça veut dire qu'il n'y en a pas, qu'il y en a plus, mais il y en a beaucoup moins. Et il faut bien penser que le dépistage, c'est toujours quelque chose qui est le dépistage général, pas individuel. Parce que le dépistage, il y a deux façons de l'envisager. Il y a ce qu'on peut faire à titre individuel, par exemple dans des maladies avec un risque génétique, par exemple. Et puis il y a le dépistage collectif sur la fréquence éventuelle de la maladie. Et donc dans le dépistage collectif, l'intérêt, c'est de faire ce dépistage au moment où le risque est le plus important. C'est pour ça qu'on s'arrête à 65 ans. Élodie, tu veux compléter Non, enfin, effectivement, après, est-ce que les choses vont évoluer d'une part parce que les modes de vie ont évolué, mais aussi on va arriver avec une population qui a été vaccinée. Donc ça, après, c'est peut-être des choses qui vont être susceptibles d'évoluer et toujours adaptées à sa propre situation. Et ça, c'est évalué par son médecin. Et c'est pour ça que c'est hyper important. C'est pas parce qu'on est ménopausé qu'il faut plus consulter son gynécologue et il faut un examen gynécologique annuel. Oui, c'est ça. C'est peut-être de dire qu'à un âge plus avancé, on rentre plus dans le dépistage organisé, mais on continue une surveillance personnelle gynécologique et que c'est là, avec son médecin, en fonction de comment on se sent et comment ça va, qu'on peut peut-être avoir besoin d'un examen complémentaire au-delà de l'âge des bornes du dépistage. Et alors, on avait une question de Christelle, justement, sur les frottis et sur ce dépistage, qui dit que, a priori, Christelle a dû faire ses frottis dans les clous, comme recommandé. Et malgré ça, 11 mois après un frottis, on lui a diagnostiqué un cancer après un frottis normal. Est-ce que cela représente une gravité? Est-ce que ça veut dire que c'est un cancer qui est plus agressif? Voilà. Le fait que ces fenêtres soient assez courtes. Par rapport à... déjà, il nous manque peut-être quelques éléments pour répondre, notamment... Ce qui est important aussi de regarder, c'est que, comme le précisait Guillaume, c'est que pour faire correctement un frottis, il faut quand même aussi avoir l'information de toutes les zones du col qu'il décrivait. Et donc, déjà, voilà, est-ce qu'on a ces éléments-là sur ce frottis ou est-ce que finalement, on n'avait pas toutes les réponses? Et après, malheureusement, parfois, on a effectivement des lésions qui se développent entre les dépistages. C'est aussi pour ça que, oui, le dépistage est important, le faire de manière comme il est recommandé est important, mais tout symptôme doit alerter et doit faire déclencher aussi les consultations. Et peut-être la question, c'est de quel cancer parlons-nous? Est-ce que c'est quelque chose d'assez localisé, une petite lésion? Est-ce que... Voilà, c'est logique que dans l'intervalle, il peut y avoir des développements de petites lésions et qui restent contrôlés. Oui, après, on ne peut pas rentrer dans un cas particulier. Oui, non, bien sûr. Non, d'ailleurs, je voulais dire, c'est que ce soir. Ça serait par étrange contre, que dans un cas de un an, c'était par rapport au et à la... Et du coup, disons que tous les ans, le but, c'est... Enfin, la fréquence permet d'éviter de tomber sur des cancers avancés entre les dépistages, on va dire. Et Élodie... Oui, effectivement. Et alors, du coup, Élodie, vous évoquiez tout symptôme doit alerter. Et quels sont les symptômes qui peuvent alerter? C'est une des questions de nos auditrices, s'il vous plaît. L'un des premiers, ça va être des saignements. Donc des saignements anormaux entre les cycles quand on a encore ces règles
ou des règles plus abondantes, un peu différentes, ou tout saignement chez une femme ménopausée doit alerter et faire consulter son gynécologue. Il y a également, hormis les saignements, il peut y avoir des pertes. Alors souvent, c'est des pertes très claires. Ça peut vouloir dire qu'il y a une inflammation au niveau du col. Après, il peut y avoir aussi, souvent, c'est des choses un petit peu difficilement descriptibles. Et surtout, enfin, moi, ce que je trouve quand on discute avec les patientes, c'est qu'en fait, toute notre vie, on a eu les règles un petit peu douloureuses, une pesanteur pelvienne, une gêne. Donc finalement, on a toujours un peu balancé ce genre de symptômes, mais l'apparition d'une pesanteur pelvienne, une gêne pour aller uriner, une gêne pour aller à la selle, bah là, ça doit faire alerter et consulter. Merci. On vous propose de garder la parole du coup, docteur Gaurois, pour passer à la partie la place de la chirurgie pour la prise en charge de ce type de cancer du col, donc avancé ou métastatique. Merci beaucoup. Donc, alors, effectivement, comme ça a déjà été dit par Laurence, effectivement, dès qu'on a des cancers du col de stade avancé, on va plutôt s'orienter vers radiochimiothérapie concomitante avec de la curithérapie, comme ça a été dit également et expliqué dans le précédent webinaire. À partir de quand on en parle, c'est à partir du stade 1B3. En gros, vous, ce qu'il faut garder en tête, c'est à partir de 4 cm. En général, on s'oriente plutôt vers radiochimiothérapie plutôt que chirurgie. Ça peut parfois se discuter en fonction de la présentation clinique, de l'histoire de la patiente, de ses antécédents, d'avoir une stratégie différente. Et ça, si c'est un message que je pense qu'il est important à passer, c'est que dans ces cas-là, il faut vraiment se consulter dans un centre de référence, être adressé dans un centre de référence, parce que ça reste des maladies rares. Et donc, on est meilleur dans ce qu'on fait souvent. C'est vrai que si ces cas sont concentrés dans un endroit, vous allez avoir une équipe entraînée à cette prise en charge. Il y a une petite particularité pour le rôle du chirurgien, c'est dans les stades qu'on appelle 3C, donc les 3C1 et 3C2. En gros, là, on sait sur le plan pelvien qu'on va s'orienter vers de la radiothérapie, chimiothérapie concomitante. Mais en gros, la question va être jusqu'où vont les champs de radiothérapie. Et donc là, ça peut être intéressant. Donc soit on a une atteinte ganglionnaire uniquement au niveau pelvien, comme un 3C1. Donc voilà, uniquement au niveau pelvien. Soit ça peut s'étendre jusqu'au ganglion lombo-aortique, ce qu'on appelle, donc c'est autour des gros vaisseaux que sont l'aorte et la veine cave, comme vous voyez sur les schémas. Donc là, dans ces cas-là, la radiothérapie devra monter jusqu'à ce niveau-là. Souvent, on fait des TEP scanners, c'est des termes que vous avez peut-être dû entendre, qui nous permettent d'évaluer justement l'atteinte des ganglions, mais parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle des défauts négatifs. Et donc, il peut se discuter de réaliser ce qu'on appelle un curage lombo-aortique. Là, en gros, l'objectif, ça va être d'aller enlever les ganglions autour des vaisseaux. Pour savoir s'ils sont malades ou pas. Ça, on le fait par célioscopie. Évidemment, l'objectif de la consultation avec le chirurgien, c'est de vous expliquer tout dans les détails. Mais voilà, alors après, il y a aussi des études qui sont en cours et c'est ça que vous apporte aussi le fait d'être référé dans un centre expert, c'est d'accéder à ce genre d'études. Et donc, en tout cas, voilà, un chirurgien peut être amené à vous présenter l'intérêt d'un curage lombo-aortique, mais c'est vraiment de la stadification. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de curatif. Ça nous donne l'information de est-ce qu'ils sont malades ou pas, donc est-ce qu'il faut traiter cette zone ou pas. Et ça ne changera rien au traitement qui est effectué au niveau du pelvis, donc au niveau de l'utérus et l'environnement autour. Il y a quand même une indication en phase curative pour les cols avancés. Il peut se discuter de faire une chirurgie à type d'hystérectomie, donc enlever l'utérus. La plupart du temps, effectivement, on enlève également les ovaires, les trompes et les ovaires, par laparotomie. Donc ça veut dire que là, dans ces cas-là, on ouvre le ventre. Et ça, c'est lorsque, si vous voulez, vous avez eu la radiochimiothérapie et que lorsqu'on évalue la surveillance, comme l'expliquait Alexandra tout à l'heure par TEP scanner, on voit qu'il n'y a pas une réponse complète, optimale à 6-9 mois de la fin de cette radiochimiothérapie, que là, on peut discuter d'effectuer cette chirurgie. Ça peut se discuter aussi dans les stades 4A. Donc là, je vous ai remis un schéma qui me semblait assez clair de l'Institut du Cancer Institute, où en gros, là, la maladie, elle peut s'étendre, comme l'a expliqué Laurence, elle peut s'étendre vers les organes en avant, donc la vessie, ou aussi en arrière, le rectum.
Là, pareil, peut se discuter de la chirurgie, c'est des cas très particuliers, des contextes très particuliers, parce que ça rend aussi le geste plus complexe. Comme a expliqué Alexandra, notre objectif à chaque fois, c'est d'enlever la maladie, mais aussi d'avoir des marges suffisantes pour diminuer le risque de récidive. Donc là, vous comprenez bien que si ça envahit les organes en avant et en arrière, eh ben, ce sera des chirurgies avec des gestes beaucoup plus importantes qui peuvent amener voilà, à des dérivations ou autres. Le dernier cas, c'est le col métastatique. Alors là, on commencera par une chimiothérapie première, mais ça, c'est Laurence qui va vous le détailler juste après. Et peut se discuter d'un geste chirurgical lorsqu'il y a une maladie résiduelle dans un contexte oligométastatique. Donc, ce qu'on appelle oligométastatique, c'est quand il y a très peu de sites qui sont accessibles à un traitement local. Par exemple, une seule lésion au niveau du poumon ou de l'os, et ben, on pourra faire de la radiothérapie à cet endroit-là. Et donc là, ça peut se discuter, mais donc pareil, dans un centre expert, lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, de réaliser ce traitement local qui est la chirurgie. Voilà, discuter vraiment au cas par cas. Donc en gros, la chirurgie, ce sera une chirurgie la plus simple, c'est avec des soins les plus précoces possibles. Mais ça, après, voilà, on fait toujours aussi comme on peut dans la vie pour son suivi et son diagnostic. Ça peut également se discuter en cas de récidive. Parce que il y a déjà eu plusieurs traitements testés, et donc ça peut être possible de faire une chirurgie, mais là également ça va être plus complexe, toujours pour cette histoire de marge à obtenir, mais aussi là après ça va être une autre discussion dans un terrain irradié. Ça peut être aussi plus difficile de trouver nos plans chirurgicaux, donc de faire le geste simplement et simplement d'histoire de vascularisation, être sûr que l'organe qu'on laisse va bien supporter cette chirurgie. Donc à chaque fois, ça devient des gestes plus lourds, donc ça se discute au cas par cas. Évidemment, l'avis de la patiente est sollicité en permanence. La difficulté, c'est dès que ça atteint des organes proches. Là, comme ça revient à la même chose que la récidive, ça devient plus complexe. Et donc, vraiment, le message important, effectivement, s'adresser en centre expert pour gérer ces maladies rares. Voilà pour ma part chirurgicale. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On n'a pas de questions spécifiques là tout de suite sur la chirurgie. On peut vous inviter de nouveau, si vous en avez, à les mettre dans l'onglet questions. Et puis à ce moment-là, on va poursuivre la présentation et on prendra d'autres questions un petit peu plus tard. Alors, effectivement, l'autre partie donc des traitements, ce sont les traitements médicaux. On va voir qu'il n'y a pas que la chimiothérapie. On va aborder ça de façon assez générale et on va imaginer, si vous voulez, qu'on est sur un escalier. Et plus on va monter en haut d'un escalier et plus on va être efficace en termes de traitement. Donc la chimiothérapie, c'est ce que l'on va utiliser soit seul, soit en combinaison avec d'autres traitements. On vous a déjà parlé de la radiochimiothérapie qui est un petit peu particulière. On va surtout l'utiliser dans les situations de maladies métastatiques, comme l'a évoqué Alexandra. On peut l'utiliser également dans certaines situations de récidive locale où on ne peut pas faire un traitement local parce que trop complexe ou trop lourd, comme l'a évoqué Élodie. Et puis, on commence à avoir quelques indications, mais plutôt avec l'immunothérapie dont on parlera tout à l'heure, dans le primo-traitement de ces maladies un petit peu avancées sur le plan local. Alors, la chimiothérapie, c'est notre première marche de l'escalier. On l'a depuis de très nombreuses années, avec, je vous ai mis le nom des médicaments, avec une molécule qui est absolument importante, qui est le platine. Et le platine, elle se décline en deux molécules. Il y a le cisplatine et le carboplatine. Ils ont des toxicités différentes et des manipulations différentes. Mais ce sont toutes les deux des molécules qui sont absolument essentielles pour la prise en charge en termes de chimiothérapie. On les associe au paclitaxel et c'est ce qu'on va utiliser en situation métastatique comme premier niveau de chimiothérapie. En sachant que pendant longtemps, on a utilisé le cisplatine, qui est la molécule qu'on va utiliser dans la radiochimiothérapie.
et qu'on sait maintenant qu'on fasse cisplatine ou paclitaxel ou carboplatine et paclitaxel, on est équivalent en termes d'efficacité. Peut-être un peu moins si les patients n'ont pas eu du platine en radiochimie, mais peu importe, on est équivalent en efficacité avec le carboplatine qui est une molécule qui est un petit peu plus facile à tolérer. Après, les autres molécules qu'on a à disposition, si cette association ne fonctionne pas, sont des molécules qui sont moins efficaces parce que malheureusement, ces cancers du col de l'utérus, que ce soit des épidermoïdes ou des adénocarcinomes, comme l'a évoqué Guillaume tout à l'heure, sont des maladies qui sont relativement peu sensibles à la chimiothérapie par rapport à d'autres. Et donc, très vite, il a fallu aller regarder vers ailleurs, vers d'autres mécanismes d'action pour essayer de potentialiser ces effets de la chimiothérapie. Et la marche suivante, on l'a montée il y a quelques années maintenant, en ajoutant à la chimiothérapie une molécule qui est le bevacizumab, ou son nom de commercialisation qui est l'Avastin. Donc la chimiothérapie, si vous voulez, elle va aller détruire les cellules tumorales, c'est sa fonction. Ces cellules tumorales, elles vivent dans un environnement tumoral. Elles s'organisent pour être installées dans quelque chose qui leur convient autour d'elles, où elles vont pouvoir se développer tranquillou. Et dans cet environnement, il y a des vaisseaux. Et l'objectif de ce bevacizumab, c'est d'aller s'opposer à la formation des vaisseaux. Comme ça empêche en quelque sorte les cellules d'être nourries. Donc ça a été une première étape extrêmement importante dans le traitement, mais il faut faire attention avec le bevacizumab parce que c'est une molécule qui peut avoir certains effets secondaires et qui peuvent être assez ennuyeux. En particulier, le risque de ce qu'on appelle une fistule. Alors, une fistule, qu'est-ce que c'est? Quand on a, par exemple, une récidive locale avec une grosse maladie qui s'est développée dans le pelvis, je vous l'ai dit au début, c'est une petite zone. Donc, la tumeur, elle va avoir tendance à aller se coller contre le rectum, par exemple. Et au bout d'un moment, l'organisme, il aime bien créer des communications entre deux choses qui se collent. Et ça crée une fistule, par exemple, entre la tumeur et le rectum. Le bevacizumab a l'inconvénient de favoriser, par son effet ce qu'on appelle anti-angiogénique, donc ce type de complications. Donc il faut rester toujours prudent quand on utilise ce traitement et regarder en particulier comment est la récidive locale et si on voit que c'est un peu trop adhérent aux organes de voisinage, ne pas l'utiliser. Et puis, vous savez certainement que le parcours des médicaments en France, c'est toujours un petit peu complexe parce que les médicaments sont autorisés à l'échelle européenne. Et puis, la France, elle revérifie pour voir si effectivement le médicament a un intérêt et les autorités donnent leur avis sur le bénéfice apporté par ce traitement. Et il a été considéré que le bénéfice n'était pas si extraordinaire que ça. Parfois, on se demande comment est lue la littérature. Et pendant des années, le bevacizumab n'a pas été remboursé pour le traitement des cancers du col de l'utérus métastatiques. Et il a fallu une vraie bagarre grâce à vous, les patientes, parce que c'est vous qui avez le poids dans ce cas-là, même par rapport à nous, les médecins, pour arriver à obtenir le remboursement de ce médicament dans cette indication. Et puis, la troisième marche que l'on a largement monté. Là, vous voyez, du coup, on a monté 2 marches d'un coup. C'est l'arrivée de l'immunothérapie. Et comme Guillaume a commencé à en parler tout à l'heure, il vous a dit on regarde PDL1, si c'est exprimé ou pas. Donc, il y a des interrelations extrêmement complexes entre les cellules tumorales et les cellules de notre système immunitaire. Et tout le jeu pour les cellules tumorales, c'est d'empêcher les cellules immunitaires de venir les détruire, ce qu'elles devraient arriver à faire. Et donc, tout notre jeu à nous, du point de vue thérapeutique, c'est d'empêcher les cellules tumorales, d'empêcher le système immunitaire d'agir. En gros, c'est ça, le principe de l'immunothérapie. On sait maintenant que quand on associe
à la chimiothérapie de l'immunothérapie, on va encore augmenter considérablement l'efficacité du traitement. Et vous avez eu, là aussi, je pense que c'est important de l'avoir entendu, le témoignage d'Alexandra qui a reçu ce type de traitement il y a plusieurs années et qui aujourd'hui va toujours bien. Et c'est absolument notre objectif quand on traite des patientes en situation métastatique. Alors, je vous ai mis un nom d'immunothérapie qui est le pembrolizumab parce que c'est celle que l'on est autorisé à utiliser en France et qui est remboursée. Et on peut utiliser soit la chimiothérapie et le pembrolizumab, soit la chimiothérapie, le pembrolizumab et le bevacizumab. Donc on peut faire soit un triple traitement, soit un quadruple traitement. Et souvent, quand on a une très bonne efficacité du traitement, eh bien, l'immunothérapie, là aussi Alexandra nous l'a dit, peut être continuée pendant un certain nombre de mois, voire d'années, pour consolider les résultats obtenus. Et puis, au bout d'un certain temps, on va s'arrêter et reprendre la surveillance. Alors, il y a des choses qui sont parfois compliquées, voire même très compliquées en médecine. C'est lorsqu'on utilise de l'immunothérapie, est-ce qu'on a besoin d'un marqueur, c'est-à-dire de quelque chose qui va nous aider à penser que le traitement va être efficace. Et pour l'immunothérapie, c'est donc PDL1 dont nous a parlé Guillaume tout à l'heure. Il se trouve que pour le pembrolizumab, il faut qu'il y ait une expression de PDL1 pour pouvoir utiliser le traitement, parce qu'on a démontré que c'était dans cette situation-là que l'immunothérapie allait être efficace. Donc, pour une patiente qui a une rechute de son cancer du col de l'utérus, eh bien, on va regarder son taux de PDL1. S'il est positif, on va pouvoir lui proposer la chimiothérapie plus le pembrolizumab, plus ou moins le bevacizumab, en fonction d'un risque éventuel ou pas de complications type fistule. Et s'il n'y a pas d'expression de PDL1, on ne peut pas lui proposer d'immunothérapie. Mais par contre, on peut lui proposer une autre immunothérapie si la chimiothérapie plus ou moins le bevacizumab n'a pas marché. Cette autre immunothérapie, c'est le cemiplimab, qui, elle, est efficace, quel que soit le niveau d'expression de ce fameux récepteur PDL1. Donc, vous voyez, c'est là où je vous dis que la médecine est parfois très compliquée. Mais en tout cas, ça veut dire aujourd'hui que à tout moment du parcours, une patiente peut avoir accès à de l'immunothérapie. Si ce n'est pas au premier niveau, ça peut être au deuxième niveau. Et c'est quand même un point très important parce que ça nous élargit considérablement les options thérapeutiques. Alors, cette prise en charge, elle repose sur les traitements médicaux, bien sûr, mais pas que. Elle peut être associée à des traitements locaux. Donc, je n'ai pas remis la chirurgie parce que Élodie vous en a parlé. Et effectivement, on peut être amené à faire des chirurgies sur certaines localisations métastatiques. On peut également proposer de la radiothérapie sur certaines localisations métastatiques isolées, par exemple un ganglion, ou lorsqu'on a fait un traitement médical et qu'il reste juste un peu de maladie dans un ganglion, toujours par exemple, on peut également faire de la radiothérapie. Donc, au cours de ces réunions où on réfléchit à la prise en charge thérapeutique, ce sont des options qu'on discute. C'est pour ça que c'est important que dans ces réunions, il y ait tous les spécialistes pour que chacun donne son point de vue. Et puis, on va l'associer, bien sûr, à tout ce qui est soins de support. Soins de support côté, j'allais dire, médical, parce que parfois, malheureusement, ces récidives, en particulier le corégional, font mal, parce qu'une fois encore, le pelvis, c'est étroit, il y a pas mal de terminaisons nerveuses qui circulent là, et ça peut être douloureux. On a besoin des algos pour nous aider avec toute leur expertise. Et puis, ça ne sont que quelques exemples, bien sûr. Et puis, ça peut être des soins de support sur un côté un peu moins
un petit peu moins médical, qui peut être de vous accompagner dans la pratique d'une activité physique, de vous permettre d'être un peu plus décontracté, j'allais dire, avec de la sophrologie, des soins esthétiques, enfin tout ce qui va avec et tout ce qui peut vous aider à supporter un traitement qui n'est pas dépourvu d'effets secondaires. Et demain, vers où on va, si on va arriver le plus en haut possible de l'escalier, il y a plusieurs pistes, mais celle qui paraît la plus encourageante, ce sont ce qu'on appelle les ADC. C'est un acronyme qui est basé sur un nom anglais, donc si on l'inverse en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire un médicament qui est accroché à un anticorps, c'est un anticorps drogue conjuguée. Là aussi, Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, il vous a parlé des récepteurs HER2. Les récepteurs HER2, c'est la plus vieille cible des ADC avec l'herceptine. Le temps passe tellement vite, l'herceptine, ça doit faire plus de 20 ans. Et maintenant, on a perfectionné le système. Donc, l'idée, c'est de dire, on va aller regarder ces anticorps qui sont portés à la surface des cellules tumorales, soit exclusivement, soit préférentiellement. Et grâce à l'anticorps sur lequel on accroche un médicament, eh bien, on va aller cibler le plus possible les cellules tumorales pour que la chimiothérapie rentre le plus directement dans les cellules tumorales. Et puis après, il y a un mécanisme qui fait que une fois que la chimio est rentrée dans une cellule, elle peut aller dans celle d'à côté, se disperser pour toucher le plus de cellules possible. Et alors, là aussi, c'est pas si simple que ça, et plus on les utilise et plus on voit que les choses sont compliquées. Ça n'est pas parce qu'on va cibler au maximum les cellules tumorales qu'il ne va pas y avoir des effets secondaires. Il va encore y avoir des effets secondaires, parfois même différents de ceux que l'on connaissait. Mais en tout cas, ça nous donne vraiment des perspectives extrêmement importantes. Et il y a des choses qu'on peut déjà utiliser. Par exemple, les anticorps qui ciblent HER2 lorsqu'il est exprimé. Alors après, évidemment, aucun n'est remboursé dans cette indication, mais si l'indication est bien posée dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, on peut y avoir accès dans certaines institutions. Il y a une autre molécule qui s'appelle le tisotumab vedotin qui a démontré son intérêt, et nous sommes en attente en France dans le cadre du parcours complexe que j'ai évoqué tout à l'heure. Nous sommes en attente de son prix et donc de son remboursement pour pouvoir y avoir accès. Et puis, il y a beaucoup de ces médicaments qui sont en cours d'évaluation dans le cadre d'essais thérapeutiques. Et je voudrais en profiter ici pour souligner l'importance pour nous que nos patientes acceptent de participer à des essais thérapeutiques dans lesquels on va confronter par exemple un traitement classique à un nouveau traitement type ADC, parce que c'est à travers la recherche clinique qu'on va pouvoir faire progresser les choses. Et comme ça a déjà été dit dans le webinaire précédent, je vais un peu plagier, si on vous propose un essai thérapeutique, considérez-le, réfléchissez, parlez-en avec votre médecin traitant, avec votre famille, pour bien considérer cette proposition-là. Ça peut vous permettre d'avoir accès à des traitements nouveaux, et nous, ça nous permet d'avancer dans la prise en charge et de nous permettre de monter le plus haut possible sur les marches de l'escalier. Et pour terminer la présentation, je voudrais revenir à ce qu'on a dit précédemment. Je n'ai pas réussi à trouver la même chose en français sur une jolie ardoise. Donc prévenir, c'est mieux que guérir, hein, c'est ça que ça veut dire. Et que donc ce qui est absolument essentiel, c'est que on
fassent vacciner nos ados, filles et garçons, que malgré la vaccination, les jeunes femmes continuent à se soumettre au dépistage. Et j'espère qu'Élodie, qui est beaucoup plus jeune que moi, quand elle finira sa carrière, ne verra quasiment plus de cancer du col, ce qui est le cas dans les pays qui vaccinent depuis longtemps, filles et garçons, en particulier l'Australie, où ils ont vu diminuer considérablement le taux de leur cancer du col de l'utérus. Merci beaucoup, Dr Gladiev, pour cette invitation à ce qu'on devienne tous des porteurs, des messagers vraiment de ces conseils de prévention, de vaccination et de dépistage. Alors, pour tenir les temps et pour redonner bientôt la parole à Alexandra, je vais faire une question un peu double qui va s'adresser d'abord au docteur Bataillon et puis à vous, docteur Gladiev. Vous avez parlé donc c'était très intéressant, une très bonne image, cet escalier avec les différents types de traitements et aussi finalement ce besoin de biomarqueurs dont on a besoin pour certains médicaments. Là, vous l'avez souligné, certains médicaments sont déjà accessibles pour toutes les patientes et pour tous les qui en auraient besoin, et quelles que soient les situations. Et puis d'autres, en fait, sont accessibles soit donc dans des essais cliniques ou des accès précoces. Donc, ma première question, c'est est-ce que ce testing, docteur Bataillon, donc pour avoir la caractéristique PDL1, HER2 par exemple, c'est fait systématiquement au moment du diagnostic du cancer du col? Est-ce que ça doit être refait au moment d'une éventuelle rechute? Donc là, est-ce qu'il faut faire une rebiopsie pour avoir ces caractéristiques si on ne les a pas eues précédemment, par exemple? Et est-ce que vous cherchez encore d'autres cibles, par exemple, quand on est dans un centre qui fait de la recherche clinique? Du coup, à l'Oncopole et dans pas mal de centres, on a pris la décision de tester de manière systématique PDL1 pour tous les cancers du col, qu'ils soient liés à l'HPV, non liés à l'HPV. Dans l'étude initiale, tout type de cancer est accessible à cette thérapie. Après, l'idée de ce testing dès le diagnostic, c'est l'idée d'éviter à avoir à revenir sur des prélèvements anciens qui potentiellement se seraient dégradés. Parce que des études ont montré que le fameux bloc dans la paraffine dans la cire qui est stocké pendant de nombreuses années, si on revient dessus 5 ou 10 ans après, potentiellement, les protéines vont s'être dégradées et l'immuno sera plus difficile à faire. Le biomarqueur sera plus difficile à faire. D'où ce choix de le faire dès le diagnostic pour tous les cancers du col. Est-ce qu'il y a de nouveaux biomarqueurs? Parfois, c'est la demande de Laurence et de la RCP. On va pouvoir faire HER2. Et après, le reste, c'est vraiment du ressort de la RCP et de chaque centre. Donc, le seul testing systématique, c'est PDL1. D'accord, très bien. Et vous avez plusieurs fois mentionné l'importance du côté centre expert pour la chirurgie, expert pour la recherche clinique. Où est-ce qu'on les retrouve en fait? Est-ce qu'il y a une cartographie des centres experts pour la chirurgie en cancer gynéco? Je sais que c'est un sujet chaud, mais c'est important d'en parler parce que c'est important pour que les patientes se posent bien les questions dans leur prise en charge. De notre côté, côté laboratoire, on renvoie vers le site d'Arcagie Gynéco, où quand même le réseau est assez structuré et montre les différents sites de prise en charge. Donc, de mon point de vue, côté laboratoire, on renvoie vraiment sur la carte des centres qui sont listés par Arcagie à travers le réseau TMRG, tumeurs malignes rares gynécologiques. Je ne sais pas, est-ce que tu en penses, Laurence? Oui, effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a pas une carte des centres experts et on voit combien c'est extrêmement difficile de l'obtenir là où ça devrait être fait pour le cancer de l'ovaire, mais en carcinose, là, on sort du sujet. Mais effectivement, je pense que la proposition de Guillaume est la bonne, c'est-à-dire d'aller se référer au site d'Arcagie Gynéco, puisque en France, nous avons la chance d'avoir une recherche clinique en gynéco qui est extrêmement structurée autour du groupe gynéco et de son pendant administratif qui est Arcagie. Et donc, tous les centres qui participent sont des centres qui connaissent bien
les pathologies, qui ont l'habitude de faire de la recherche clinique, et c'est toujours un garant de qualité. Très bien, Oriane vous a remis le lien de ce site vraiment de référence qui peut vous intéresser. Et c'est aussi sur un des liens qu'on peut retrouver autour de la recherche clinique. Les essais cliniques, on peut les retrouver à plusieurs endroits. Oui, et ça peut faire partie absolument. des choses aussi. Et si on est soigné dans un plus petit centre, en fait, à quel moment poser la question de la recherche clinique? Est-ce que vous avez un conseil pour ça? Je crois que ça peut je dirais presque, ça peut s'opposer à tout moment, parce qu'on peut avoir des essais thérapeutiques au primo-traitement. Je ne l'ai pas dit parce qu'on n'allait pas faire un catalogue de tout, mais par exemple, il y a certaines situations maintenant où on commence à utiliser l'immunothérapie en primo-diagnostic, et donc on travaille autour de l'utilisation de cette immunothérapie en combinaison avec la radiochimiothérapie pour les stades avancés, par exemple. Donc il y a des études dans cette situation, il y a des études en situation métastatique. Donc voilà, pratiquement c'est presque à tout moment qu'il faut dire, mais est-ce que voilà. Et après évidemment, si on est en échec d'une première ligne de chimio-immuno, c'est aussi peut-être encore là qu'il faut encore plus poser la question. Merci beaucoup. On va redonner la parole à Alexandra qui va nous rejoindre pour nous parler justement de nous faire la suite de son parcours entre patiente et maintenant patiente experte, patiente partenaire. Ouais. Oui, donc à l'issue de mon premier traitement, déjà pendant mon premier traitement, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser et m'interroger sur l'anatomie, le cancer, les traitements, parce que j'avais besoin, c'était ma façon à moi de vivre mon parcours de soins, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Aussi bien dans mon corps que dans les réunions de concertation pluridisciplinaire dont vous avez parlé, pourquoi on proposait tel traitement, comment fonctionnait et s'organisait le parcours de soins. Donc, je me suis beaucoup intéressée à tout ça. Et à force de faire des recherches sur Internet, les algorithmes aidant, j'ai fini par tomber sur un article qui parlait d'un patient qui avait eu un cancer et qui avait fait un diplôme universitaire à ce qui s'appelle l'Université des patients, qui dépend de la faculté de médecine, et qui, grâce à ce diplôme, travaillait en tant que patient partenaire ou patient expert. Il accompagnait des patients. Et donc, quand je suis tombée sur cet article, je me suis dit, waouh, c'est fantastique, c'est ça que je veux faire. Donc, je me suis renseignée, j'ai proposé ma candidature dans ce DU. Dans ce diplôme universitaire, et j'ai été acceptée. Et pas de chance, j'ai fait ma rechute métastatique à ce moment-là. Donc, en fait, j'ai commencé mon diplôme universitaire en même temps que mon deuxième traitement. Donc, ça a été une période assez particulière. Et donc, j'ai été diplômée patiente partenaire en cancérologie en juin 2022. Et il se trouvait que l'hôpital, alors moi j'ai été suivie dans 2 hôpitaux qui travaillent ensemble, et un de ces 2 hôpitaux commençait à se poser la question justement de travailler avec des patients partenaires à ce moment-là. Donc je leur en ai parlé et on a monté le projet ensemble. Dès que j'ai commencé mon diplôme universitaire, en fait, on a commencé à travailler à la mise en place d'un patient partenaire dans un service de soins de cancérologie. Et donc, j'ai été diplômée en juin 2022 et en janvier 2023, j'ai commencé à mi-temps en tant que patiente partenaire dans l'hôpital de jour de cancérologie de l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors, à mi-temps, parce que je pense que c'est un métier quand même assez particulier et très éprouvant. Passionnant, hein, mais très éprouvant. Donc, je ne suis pas sûre que je pourrais faire ça à temps plein, et je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire à temps plein de manière générale.
et aussi parce que j'ai conservé mon activité professionnelle d'avant la maladie. Donc voilà. Et donc, en tant que patiente partenaire, donc je travaille en HDJ 2 jours par semaine et je travaille avec les équipes de soins à la conception de documents à destination des patients. Je travaille avec eux aussi sur l'organisation de certains événements d'information pour tout type de cancer. Je précise d'ailleurs que c'est un hôpital de jour mutualisé, c'est-à-dire qu'il y a tout type de cancer dans cet hôpital de jour. Donc, j'accompagne des patients atteints de tout type de cancer. Et donc, les patients que j'accompagne, je leur réexplique des choses qui ont déjà été dites par les équipes de soins, quand ils en ont besoin, hein, bien sûr. Parce qu'en début de parcours, les patients reçoivent énormément d'informations. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas retenues par les patients ou pas comprises. Donc, je réexplique. Avec un vocabulaire adapté à la compréhension de chaque patient, parce que chaque patient a des capacités et des envies de compréhension différentes. Il y a des patients qui, comme moi, s'intéressent beaucoup à la cancérologie, donc avec ceux-là, j'utilise des termes plus techniques. Avec les autres, ceux qui sont plus hermétique au vocabulaire médical, j'adapte mes explications. Je fais beaucoup d'écoute active aussi, parce évidemment, il y a beaucoup de patients qui ont besoin de s'exprimer sur les difficultés qu'ils rencontrent avec la maladie, la vie de tous les jours avec la maladie, les séquelles, les effets secondaires, ou alors des patients au contraire qui ont envie de parler d'autre chose que de la maladie et qui profitent de ce temps-là pour parler de toute autre chose, donc de leur passion, de leur métier, de leur famille. Et je réoriente aussi beaucoup les patients vers les différents professionnels de l'équipe. Donc ça peut être évidemment les infirmières et les médecins quand les patients me parlent de certains symptômes ou de certaines choses dont ils devraient parler avec l'équipe, je les réoriente vers les médecins et les infirmières, mais aussi vers les différents professionnels de soins de support. On a la chance en plus à l'hôpital européen Georges Pompidou d'avoir une énorme équipe de professionnels de soins de support. Donc on a plein de diététiciennes, psychologues, réflexologues, infirmières spécialisées en bioesthétique. Enfin voilà, on a évidemment les associations de patients aussi. Voilà, je réoriente vers tous les professionnels qui sont à disposition des patients. Et accessoirement aussi, de temps en temps, je participe à des colloques, des congrès, des webinaires, et même la formation aussi des médecins, des futurs médecins et des futures infirmières. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de mes fonctions et de mes missions de patient partenaire. Et de toute façon, pour ceux que ça intéresse, que ça soit sur mon parcours, mais surtout, je pense, sur mes fonctions de patient partenaire, n'hésitez pas à demander à Laure mes coordonnées, parce que je suis toujours ravie de pouvoir orienter des futurs patients partenaires vers ce diplôme ou vers d'autres associations de patients. Donc voilà. Merci beaucoup et bravo, parce que c'est vrai que on commence à être de plus en plus nombreux à passer sur les bancs de telle ou telle formation dans telle ou telle faculté, mais cette université des patients, elle est assez unique et en fait, elle a fait connaître et vraiment développer cette position, mais c'est assez rare d'avoir des patientes en gynécologie. Là, le temps file, on aura peut-être l'occasion de faire peut-être une webconférence dédiée même à ces parcours de patients partenaires et leur richesse, et avec des équipes qui travaillent comme ça en ayant intégré des patients partenaires dans leur programme organisation. Mais est-ce que tu vois des choses spécifiques dans les besoins des patientes en gynéco, justement, parce que nous, on a le sentiment que quand même, ces parcours sont assez rares. On parle là ce soir de cancer du col, c'est un cancer assez rare finalement. Donc, la difficulté de tomber malade d'un cancer, certes, c'est commun à toutes les personnes qui ont un cancer, mais est-ce que tu vois des choses particulières dans les besoins d'accompagnement de ces patientes qui
ou un message particulier pour les femmes qui nous écoutent ce soir? Un message particulier, je ne sais pas, si ce n'est effectivement d'appuyer encore une fois sur la prévention, la vaccination. Enfin voilà, il n'y a pas que le cancer du col lié au HPV, il y a d'autres cancers du col, bien sûr, mais déjà si on est vacciné, ça enlève une grosse partie des cancers possibles pour le col de l'utérus, et pas que pour le col de l'utérus d'ailleurs, hein. Le HPV peut induire bien d'autres cancers, hein, des cancers ORL, entre autres. Donc la prévention, c'est sûr. Il faut savoir aussi que au niveau recherche, le cancer du col de l'utérus, c'est un peu le parent du pauvre. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, il me semble. Le parent pauvre, pardon, de la recherche. Parce que on part du principe que dans quelques années, c'est un cancer qui est voué à disparaître grâce à la vaccination. Donc, en partie à cause de ça, c'est pas sur ce cancer-là qu'on met l'accent au niveau recherche. Donc, faut vraiment faire passer le mot que la vaccination, c'est important. Voilà, donc ça, s'il y a un message, je pense que c'est surtout celui-là. Après, la spécificité peut-être de l'accompagnement des patientes qui ont un cancer du col, je dirais que les premières questions, je pense que c'est les questions principales vraiment des patientes qui ont un cancer du col que j'accompagne, c'est de leur réexpliquer la curithérapie. Alors, on n'en a pas trop parlé là, enfin, moi j'ai oublié d'en parler. La curithérapie, c'est une sorte de radiothérapie qui fait en général partie du parcours de soins pour les patientes qui sont diagnostiquées à un stade avancé du cancer du col. Les patientes que je rencontre qui ont un cancer du col avancé et à qui on a dit qu'elles allaient avoir de la curithérapie, le premier truc qu'elles me demandent, c'est vous aussi, vous avez de la curithérapie, j'ai pas bien compris ce que c'était, est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Ça a l'air horrible, est-ce que je vais survivre à ça? Enfin, donc voilà, donc ça c'est vraiment le sujet principal. Donc oui, la curithérapie, c'est pas très marrant, mais ça se passe bien, on survit. Donc voilà, c'est vraiment le sujet principal. Et après, souvent, c'est aussi les sondes JJ, les sondes double J, parce que c'est souvent quelque chose auquel sont confrontées les patientes qui ont un cancer du col. Pas toujours, mais souvent. Donc voilà, c'est un peu un sujet qui revient dans mes entretiens avec les patientes qui ont un cancer du col. Sinon, après, les problématiques quand on est traité pour un cancer sont, on va dire, en gros les mêmes, quel que soit le cancer, hein. C'est la difficulté de vivre avec des traitements, la difficulté d'en parler aux proches, de travailler ou ne pas travailler, les effets secondaires, les séquelles, voilà. C'est toujours un peu la fatigue, c'est toujours un peu les mêmes sujets qui reviennent, même si c'est évidemment très différent d'un patient à l'autre. Les parcours sont différents, les personnalités sont différentes, les cancers sont différents. Mais voilà, donc les sujets de conversation sont variés. Merci beaucoup, Alexandra. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Merci. Complètement pour ce témoignage. Effectivement, la curithérapie, il y a beaucoup de questions. C'est un sujet qui n'est pas toujours bien connu, qui peut faire peur. On avait fait une webconférence il y a 2 semaines à peu près, justement, avec l'équipe de Gustave Roussy. N'hésitez pas. Et également de la Pitié. Donc, et de la Pitié, oui. À vous référer. En tout cas, merci infiniment à vous tous ce soir. Le replay va être très rapidement en ligne et à bientôt. Merci et surtout, donc, prévention, vaccination des jeunes adultes, hommes et femmes, adolescents même, et bien sûr, le dépistage régulier chez le gynéco ou chez la sage-femme. À bientôt. Bonne soirée à toutes et tous. Est-ce que les oratrices veulent rajouter quelque chose? Non, juste vous remercier d'avoir organisé ce webinaire.
c'est important effectivement de parler de ces cancers plus rares et souligner l'importance du rôle de patient partenaire qu'a décrit Alexandra, parce que discuter de patient à patient, reformuler les choses de patient à patient, c'est très important parce que c'est pas la même façon de dire les choses et probablement qu'il y a déjà, on le voit, la différence de discussion avec les infirmières et donc c'est extrêmement important que voilà, les patients puissent discuter entre eux, reformuler les choses entre eux, poser les questions qu'ils n'oseraient pas poser et avoir des réponses qui viennent du vécu, et c'est totalement différent que de l'expertise qu'on peut avoir à force de manipuler les traitements depuis des années. Donc merci pour ce travail-là. Merci à toutes et tous. Et merci bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.